dans ce nouveau numéro de Hubert Raconte-nous l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une guerre secrète entre alliés, entre la France et les États-Unis, dont les archives viennent tout juste d'être ouvertes. Cela se passe au Vietnam, en juillet 1954, juste après la signature des accords de Genève, qui mettent fin à la guerre d'Indochine qui a débuté en 1946. Le Vietnam est alors divisé en deux, d'un côté le nord communiste dirigé par Ho Chi Minh, et le sud nationaliste dirigé par l'empereur Bao Dai. C'est au Sud-Vietnam qu'une rivalité entre services secrets français et américains se développe pour le contrôle d'une zone qui devient stratégique dans le contexte de bipolarisation du début de la guerre froide. Nous sommes ici aux archives militaires pour rencontrer Philippine Dariula, historienne spécialiste de la guerre d'Indochine. Bonjour Philippine Dariula. Bonjour. Alors dites-nous, que sont venus faire les États-Unis au Vietnam ? Alors en fait, les États-Unis sont présents dans la région dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour accompagner les nationalistes dans le processus de décolonisation japonaise. Et il est vrai que Roosevelt a aussi comme ambition de défaire l'emprise coloniale française. Mais la proclamation de la République populaire de Chine en octobre 1949 par Mao change complètement la stratégie des Américains qui entrent alors dans la phase de containment. Il s'agit de s'assurer que le Sud-Vietnam soit sous leur contrôle afin d'assurer le rôle de tampon de l'État communiste au nord. Mais comment les Français réagissent-ils alors ? Eh bien, humiliés par la défaite et abandonnés par la métropole, ils ne sont pas prêts à laisser la main. Surtout pas le corps expéditionnaire français qui est toujours sur place et qui compte 30 000 hommes. D'autant que les relations avec les États-Unis sont tendues depuis l'échec de la CED qui aurait soulagé la présence militaire américaine en Europe. En plus, les États-Unis n'ont pas signé les accords de Genève qui, selon eux, laissaient trop de chance à une réunification du Vietnam qui aurait pu alors passer sous domination communiste. On voit poindre alors un conflit entre la France et les États-Unis, la première luttant pour conserver les lambeaux d'influence qui lui restent, la seconde dans une logique de constitution des blocs de la guerre froide. Les deux pays vont s'affronter par Vietnamiens interposés. Lucie Thies, bonjour. Donc vous êtes historienne, vous avez travaillé sur le Vietnam. Racontez-nous, que se passe-t-il concrètement au Sud-Vietnam ? Alors en fait, l'empereur Bao Dai fuit pour la France et laisse son premier ministre Ngo Dinh Diem s'occuper de la situation au Vietnam. Donc Diem est pro-américain, il a d'ailleurs séjourné aux États-Unis, il est contre le communisme et contre le colonialisme, ce qui n'arrange pas les Français. D'ailleurs, il n'a pas signé les accords de Genève. Donc en juin 1954, la CIA envoie le colonel américain Edward Lansdale pour assister Diem dans son assise au pouvoir et pour s'assurer que le Sud-Vietnam tombe bien sous la coupe des États-Unis. Alors voilà, ça c'est du côté américain, mais alors de quels moyens disposent les Français ? En fait, les Français bénéficient d'un fort soutien auprès de la population, notamment puisque le Premier ministre Diem n'est pas très aimé par les Sud-Vietnamiens parce qu'il est jugé comme trop rigoriste. Donc le chef de file de cette opposition à Diem, c'est le général Van Hine, qui est pro-français, et qui va tenter de mener un complot contre Diem. Ce sera un échec, donc il sera écarté du pouvoir. Parallèlement, les Français peuvent aussi compter sur les sectes qui sont très puissantes dans la société sud-vietnamienne, notamment les Cao-Daïstes et les Binh Thuyen, ces derniers contrôlant la police. Et donc cet ensemble d'acteurs sud-vietnamiens vont mener plusieurs tentatives de complot contre Diem, mais qui seront à chaque fois démasqués par le gouvernement et donc réprimés. Donc s'ensuivent des affrontements entre la population sud-vietnamienne pro-française et les forces du régime, qui seront matées par les troupes américaines et françaises qui s'interposent pour rétablir l'ordre. Les ardeurs complotistes vont être calmées par l'action du colonel Lansdale qui fait du chantage au général pro-français In à propos de l'aide américaine, considérable et même vitale pour le Sud-Vietnam. Le pays va alors prendre de plus en plus ses distances avec la France. Bonjour Étienne Elpera. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de la décolonisation. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que les Français commencent à perdre pied ? À la fin de l'année 1954, la situation tourne à l'avantage des États-Unis. Un accord signé entre le haut-commissaire et l'ambassadeur des États-Unis, le général Collins, confie la formation de l'armée sud-vietnamienne aux Américains. La CIA peut alors procéder à une épuration des militaires francophiles. La CIA provoque aussi une dissidence au sein de la secte cao-daïste. Une partie, menée par le général T, rejoint le camp du Premier ministre Diem. Mais on peut dire que le coup le plus dur pour la France est lorsque le Sud-Vietnam décide de quitter l'Union française en 1955, ce qui scelle plus ou moins le repli sud-vietnamien sous l'aile états-unienne.
On imagine alors que les Français ne vont pas se laisser faire. Ah oui, les Français n'en restent pas là. En février 1955, un front anti-Diem appelé le Front uni des forces nationalistes se constitue et regroupe les sectes et officiers sud-vietnamiens francophiles et l'empereur Bao Dai. Le tout sous la houlette des services secrets français. En mars, le Front uni lance un ultimatum à Diem. Le Premier ministre doit mettre en place sous 5 jours un gouvernement d'union nationale représentatif. Mais Diem refuse et lance ses troupes dans Saigon. On dénombre 800 morts civils. Diem limoge aussi le chef de la police, un proche de la secte Binh Xuyen, ce qui lui permet de s'imposer encore plus. Les Français perdent la main malgré leur tentative désespérée de s'accrocher au Sud-Vietnam. L'affrontement relève même parfois de l'action terroriste entre la CIA et le SDEC, le service de défense extérieure et du contre-espionnage français, l'un contre l'autre. Bond, Jean Bond. Oui, je tiens à préciser que votre nom vient du fait que vous étiez un ancien agent du SDEC. Donc dites-nous, qu'en est-il concrètement des méthodes de lutte entre les deux alliés occidentaux? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les coups étaient permis, de la part de chaque camp. Personne n'était innocent, tous les camps étaient mouillés dans des pratiques opaques. Par exemple, la corruption et les pots de vin étaient monnaie courante à ce moment, avec Lansdale comme champion, forcément. Après avoir distribué de l'argent partout pour avoir des soutiens, son protégé, Diem, remporte la bataille de Saigon et s'impose. S'ensuivent une chasse aux rebelles, une guerre contre les sectes qui soutiennent les rebelles et les Français, et un référendum truqué en octobre 1955 pour renverser Bao Dai et acter la prise de pouvoir par Diem dans le Sud-Vietnam. Il n'y avait pas que de la corruption aussi. Oui, c'est vrai, les autorités agissaient aussi directement. Des assassinats, des attentats ont été préparés et commandités par les autorités françaises ou américaines. Quoi de mieux que les témoignages d'un officier français, dont je tairai le nom bien sûr, pour appuyer ça. Il affirme avoir reçu des ordres du général français Ely en personne pour perpétrer des attentats contre les Américains. Il avait pour mission de rendre impossible leur vie à Saigon en détruisant leur lieu de vie, leur lieu de rencontre et leur restaurant. Les Américains faisaient pareil de leur côté, j'imagine. Vous savez, face à cela, les Américains n'étaient pas en reste non. Ils avaient une technique que je trouve tout à fait remarquable, qui consistait en le fait de placer des explosifs dans les chambres à air des vélos, de mettre ces derniers près des lieux fréquentés par les Français et de les faire exploser. Rien de mieux pour mettre des bâtons dans les roues des Français, si je puis dire. Vous l'aurez bien compris, quand les intérêts se joignent au cynisme, on peut dire que ça donne un cocktail plutôt explosif. En définitive, au mois de janvier 1956, le gouvernement sud-vietnamien annonce sa volonté de voir partir le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. La retraite française prend fin en juin 1956. Les Américains ont, eux, obtenu ce qu'ils voulaient. La France perd définitivement son influence en Asie du Sud-Est. Elle s'en va, sans grandeur et dans l'indifférence de l'opinion publique. Contrairement à ce que seront les événements en Algérie, dont l'attitude des militaires sur place peuvent se lire à la lumière de cet événement qui ont opposé les États-Unis et la France. Il y a un truc qui vole Action. Pardon. Bon bah super, on a notre générique. Vas-y Hubert.